Évidemment, ce mardi, il faut parler de ce vote capital. Les députés britanniques qui vont voter donc, sur le Brexit avec le plus probable, mais on préjuge de rien, cet accord que Theresa May a négocié pendant des mois avec l'Union européenne qui devrait être a priori rejeté. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, donc économiste et présidente du cabinet RF Research. Donc voilà, il y a ce vote très important, capital, donc sur cet accord de divorce qui a été négocié par Theresa May. Le plus probable, encore une fois, on ne s'avance pas trop, mais l'accord devrait être rejeté, ça sera un feu rouge. L'incertitude, on se dit que c'est quoi? C'est l'ampleur de la défaite de Theresa May, on la voit là? C'est ça le sujet aujourd'hui? La défaite tout court, l'ampleur risque d'être importante. Si on en juge aux dernières estimations de Sky News, c'est quand même plus de 200 points d'écart avec probablement, d'après les estimations, plus de 400 voix contre, 420 voix aux dernières estimations. Donc ce serait une énorme défaite. Bon. Attendons de voir le verdict, les négociations sont en cours, Theresa May fait son maximum pour effectivement essayer de convaincre les Tories que si elle perd ce soir, le plus probable de toute façon, ce sera des élections anticipées à un moment donné, dont on suspecte quand même assez largement le résultat, c'est-à-dire un retour des Labour. Donc il y a là encore des éléments des travaillistes. Je veux qu'on comprenne pourquoi est-ce que cet accord est à la fois rejeté, parce que ce qui est dingue, c'est qu'il met tout le monde, il met tous les mécontents de leur côté. Cet accord, il est à la fois rejeté par les Brexiters purs et durs et aussi par les europhiles. Il ne satisfait personne. Oui, bon, il faut bien dire que c'était à peu près impossible de trouver un accord décent. Alors les Brexiters s'y opposent parce que précisément, ils n'ont pas la garantie de la liberté du Royaume-Uni de pouvoir exercer un Brexit le temps voulu, parce qu'il n'y a pas, rien n'est précis, notamment avec ce système de backstop, donc cette garantie par rapport à l'Irlande. On sait très bien que le Royaume-Uni ne pourra pas décider lui-même d'arrêter ce processus. Donc les Brexiters se sentent pieds et poings liés avec finalement la poursuite de relations commerciales, enfin le maintien du pays dans une union douanière, un marché commun, et sans néanmoins participer à toutes les décisions au niveau de la Commission européenne. Donc c'est là qu'on voit bien que cet accord n'est pas recevable. De l'autre côté, eh bien, pour ceux qui voudraient rester dans l'Union, cet accord néanmoins signe un premier pas vers quelque chose qui semble a priori définitif, c'est-à-dire le processus de sortie du Royaume-Uni. Donc finalement, tout le monde s'y oppose et effectivement, sachant qu'il y a un problème crucial au milieu de tout ça, qui est le problème de l'Irlande, qui est un problème britannique, si je peux dire, et qu'on a bien compris qu'il était à peu près impossible de trouver le moyen d'établir une frontière qui soit invisible pour les uns et suffisamment frontière pour les autres, pour l'Europe. Ouais. Quadrature du cercle, comme on dit. Avant de se poser la question de l'après-vote, encore une fois, d'aujourd'hui, en quoi ça serait vraiment une calamité, encore une fois, pour les Britanniques d'avoir une sortie de l'Union sans accord? En quoi la vie des Anglais serait vraiment bouleversée, même si on voit à la marge, mais quand même des achats par peur de pénurie de médicaments et de nourriture? Si on oublie ça, en quoi vraiment ça serait un drame pour eux? Alors, je pense que peut-être que le drame n'est pas tant du point de vue véritablement économique, encore que. Il y a beaucoup d'éléments, effectivement. D'abord, la remontée forcément, au moins temporaire, des droits de douane qui va sanctionner forcément des tas de secteurs. Mais il y a des choses de la vie quotidienne qu'on oublie. Par exemple, le fonctionnement du marché de l'assurance qu'ont tous les Britanniques, qui sont régis qui ont été mis en place et qui sont régis sous la loi européenne, qui deviennent caduques du jour au lendemain. Et là, je vous cite cet exemple parce que finalement, on a tous des assurances et ça aide peut-être à comprendre, à approcher l'ampleur du problème. Et ce type de problématique se retrouve en réalité à tous les niveaux, au niveau sanitaire, au niveau des normes, puisque effectivement le Royaume-Uni en tant que pays de l'UE s'est inscrit dans toutes ces normes européennes, n'a pas l'équivalent compatible pour l'instant, et donc c'est dans tous les domaines quasiment de la vie quotidienne que ce hard Brexit aurait des conséquences dont beaucoup probablement sont encore largement inestimées ou inenvisagées. Ouais.
Qu'est-ce qu'on se dit maintenant? Qu'est-ce qui va se passer après ce vote du Parlement, ce rejet probable? On mesurera l'ampleur effectivement du non ou de la défaite. Il y a tellement de scénarios possibles. Il y a des législatives anticipées voulues par, on l'a vu tout à l'heure, Jérémy Corbyn, un nouveau référendum. Alors, si j'ai bien compris, en cas de no deal, la décision reviendra in fine en dernier ressort au Parlement britannique qui garde la main dessus. Et là, on se dit, mais alors, quelles sont les issues possibles? Parce qu'il doit, si j'ai bien compris, sous 3 jours, Theresa May, en cas de défaite, doit proposer un plan B. Sachant qu'il y a plusieurs plans B possibles. Apparemment, j'espère qu'on n'a pas largué trop de monde. Tout à fait. C'est une décision qui a été prise par décret la semaine dernière, qui permet effectivement d'éviter qu'en cas de refus, donc ce soir, de ce deal, le Royaume-Uni se précipite vers l'inconnu et une sortie de facto de l'UE sans accord. Donc, un plan B obligatoire dans les 3 prochains jours. Qu'est-ce qu'elle peut proposer, Theresa May, comme plan B? Voilà, c'est bien là toute la question. C'est qu'a priori, on voit mal ce que Theresa May pourrait proposer. Elle a à peu près tout tenté. Donc, elle pourrait peut-être néanmoins se replier sur un éventuel deuxième, on a envie de dire second, mais référendum, chose qu'elle a jusqu'à présent complètement écartée. Juste avant le second référendum, il n'y a pas moyen pour elle d'aller renégocier auprès de Bruxelles en catastrophe un nouvel accord en l'améliorant à la marge, à supposer que les Européens jouent le jeu d'ailleurs. Jusqu'à présent, c'est quand même ce qu'elle a tenté de faire ces toutes dernières semaines, jusqu'à ces tout derniers jours. Donc on ne peut pas dire que les chances soient réduites forcément à 0, mais les chances de parvenir ou que ce plan B soit crédible sont quand même très, très Alors je vous ai coupé, faibles. pardon. Donc c'est quoi le plan B donc effectivement, elle peut peut-être d'elle-même accepter l'idée d'un référendum qu'elle avait jusqu'à présent refusé. Jusqu'à présent, elle a refusé. Finalement, puisqu'elle est au pied Brexit du mur. is Brexit. Et ce qui néanmoins, me semble-t-il, va de pair probablement de manière inéluctable avec sa démission, la démission du gouvernement qui a échoué effectivement. Et il faut bien se rappeler que Theresa May a pris les rênes pour négocier cette sortie dans l'ordre de l'UE. Donc elle échoue littéralement. Je pense qu'effectivement, ce qui est le plus évident, c'est semble-t-il quand même, ce qui nous guette, c'est une grave crise politique. Avec une motion de censure, non pas des siens, mais des travaillistes pour le coup. Oui, une motion de censure des travaillistes, c'est quasiment certain. Est-ce qu'elle ira jusque-là ou est-ce qu'elle devancera l'appel? Peut-être, c'est pour ça que je pense que moi, la possibilité d'un référendum, finalement, voilà, il n'y a pas d'accord. Mais ça sort du chapeau, ça sort du chapeau, ça. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il ne reste pas grand-chose. On fait revoter les gens. On fait revoter les gens. Sachant que quand on regarde les pros, les sondages, on n'est pas certain du résultat. On n'est mais pas au moins, si vous voulez, du point de vue politique, c'est juste, ça paraît complètement inconcevable d'imaginer qu'un responsable politique prenne cette lourde responsabilité historique de précipiter le Royaume-Uni en dehors de l'UE compte tenu du coût économique, social, etc. et politique pour ce pays. Donc, c'est assez légitime. Les Britanniques, quand ils se sont quand ils ont voté le 23 juin 2016, n'avaient probablement pas en tête, ou très peu d'entre eux. On leur avait vendu quand même monts et merveilles. Exactement. Ils devaient toucher de l'argent. Donc, il est assez légitime de leur dire, bon, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour sortir dans de telles conditions? Ça veut dire pas d'accord et probablement un gros choc économique. Oui, non. Il me semble que ce scénario-là est assez plausible. Deuxième scénario, on a un plan, lequel est-il? On ne sait pas trop, peut-être comme vous le suggériez, l'ouverture de nouvelles négociations, ou pour négocier peut-être un décalage dans le temps de la date fatidique du 29 mars. Parce que oui, mais vous avez raison, la sortie effective, c'est le 29 mars. Elle est remise en cause? Elle n'est pas remise en cause encore. D'ailleurs, c'est assez complexe. L'article 50, il n'y a pas moyen d'activer l'article 50 pour voir comment on peut proroger? Il y a toujours moyen. Vous savez, quand on est face à un précipice, il y a toujours moyen. Et les barrières qu'on croit être des barrières très solides, en général, on défaille. Donc, je pense qu'il y a moyen. Maintenant, replaçons ça dans la perspective européenne. Nous avons des élections au mois de mai. Les Britanniques ne sont plus partis. Ils votent ou ils ne votent pas, les Britanniques? Non, normalement, ils ne votent pas. Ils n'ont même
même plus leur siège. Les sièges ont été répartis entre les autres pays. Donc, reculer le grand saut ou y compris ne pas avoir un Royaume-Uni qui décide finalement de rester, ça complique énormément la donne au niveau européen. Est-ce que tout ceci ne va pas se solder par un décalage dans le temps de l'échéance des élections parlementaires européennes? Donc, on a véritablement un cas de figure. C'est la nébuleuse, là, pardon. Tout à fait. Nébuleuse tant au niveau économique qu'au niveau réglementaire, au niveau de l'organisation européenne. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que les marchés, la boucle est bouclée, pourquoi est-ce que les marchés ne sont pas plus agités que ça face à cette perspective de rejet, donc face à la perspective d'avoir un hard Brexit, un Brexit sans accord, ce scénario du pire? Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas sur les marchés? Écoutez, c'est vrai, on a même une livre qui s'est plutôt raffermi un petit peu ce matin. Là, c'est à en perdre son matin. Exactement, plus surprenant. Alors peut-être qu'on va dire les marchés ont déjà beaucoup intégré, beaucoup anticipé ce qui serait susceptible de se passer, ou alors sous-estiment complètement, effectivement. Soit surestime, soit sous-estime. Mais je pense qu'effectivement, là où on a envie quand même d'être prudent, c'est au niveau du taux de change de la livre. Parce que s'ouvre forcément une période d'extrême incertitude. Extrême incertitude. Bon, j'espère qu'on n'est pas plus avancé, mais en tout cas, voilà, on a passé en revue tout ce qui est a priori possible, et sachant qu'on en reparlera dans les prochaines heures de manière, parce que l'heure de vérité, c'est ce soir. Hein, ça va ce soir à 20h, oui. Voilà. Merci en tout cas pour cet éclairage signé Véronique Riche-Flores, donc économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci David. Merci.